Hello à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Pop Thérapie. On est sur un format mini-pop aujourd'hui. Je suis toujours accompagnée de mon acolyte Elvin. Hello à tous. Et oui, aujourd'hui on attaque un mini-pop qui nous tenait à cœur. Parce qu'aujourd'hui on a une chanson à vous raconter. C'est la fameuse Dancing on My Own de Robyn. Je pense que vous n'êtes pas passé à côté du phénomène ces dernières semaines. Honnêtement, toutes les deux, on pensait connaître son histoire, on va dire, basique, et on s'est rendu compte que, non, on la connaissait pas. Ouais, exactement. Alors, pour commencer, petit indice et petit rappel pour ceux qui le savaient déjà, Robyn ne voulait absolument pas écrire cette chanson à la base. C'est quand même assez fou, elle voulait l'écrire, mais elle n'est pas du tout sortie comme c'était prévu. Et on y reviendra bien sûr plus tard, mais le déclencheur de l'épisode pour la petite histoire, c'est le film Netflix qui est sorti le 19 juin. Il s'agit de Si tu m'écoutes en français, ou alors pour les anglophones, Voicemail for Isabelle, qui a fait beaucoup pleurer de personnes, je pense. Il a beaucoup fait parler de lui. C'est vrai qu'au casting, en plus, on retrouve Zoe Deutsch, qu'on aime énormément, Nick Robinson, qui est enfin revenu au goût du jour, et bien sûr, la fameuse chanson de Robyn, qui est devenue limite le personnage principal du film. Ouais, carrément. Quand je pense à cette chanson, j'ai vraiment tous les edits qui me passent là en fond. Ouais, Sauf qu'en creusant, on s'est rendu compte que cette chanson, eh bien, elle a un CV plutôt dingue, parce que entre Gossip Girl, la série Girls, Bridgerton, Britain Got Talent, il y a même un caméo d'elle-même de Robin dans une série, je ne dis pas encore laquelle parce qu'on va en parler après. Il y a quand même eu un record d'écoute battu il y a même pas une semaine. ouais, c'est ça. Et puis le rebondissement le plus fou en plus de tout ça, c'est que cette chanson, elle a jamais cartonné aux États-Unis. Genre, ça a été presque un flop au moment de sa sortie. Et là, comme on le disait, avec l'effervescence des réseaux sociaux, etc., elle est montée high in the sky, quoi. C'est ça. Et c'est ce qu'on a choisi de vous raconter aujourd'hui dans l'épisode. On va vous raconter absolument tout sur cette chanson. On va faire un peu une petite frise chronologique. On va revoir un peu dans l'ordre de son année de sortie à aujourd'hui. Et on a plein de petites anecdotes que je pense que vous allez adorer et ça va vous faire replonger dans des souvenirs de séries, etc. Donc, on espère que ça vous plaira. Eh ben, on va attaquer. Si tu veux commencer la première partie, Anaïs, je te laisse le faire. Eh bien, c'est moi qui ouvre le bal avec la naissance ratée d'un chef-d'œuvre. On est en 2010, donc on commence par le début, par l'écriture de cette chanson, parce que c'est là que tout devient intéressant. Robyn, elle bosse déjà sur son album Body Talk, elle a une mélodie de refrain en tête, et elle appelle un fameux monsieur qui s'appelle Patrick Berger. C'est son collaborateur de toujours pour bosser là-dessus. Donc Berger, pour la petite parenthèse, c'est aussi le mec qui est un peu derrière des titres très connus, notamment un d'Icona Pop, qui est I Love It, et le fameux Boom Clap de Charlie XCX. Et lui, avant leur séance, eh bien, il prépare tout un tas de rythmiques électroniques, des sons un peu travaillés, d'autres moins. Il est prêt à composer un morceau bien produit. Et Robyn, elle arrive et elle lui dit littéralement, est-ce qu'on peut s'asseoir et écrire une chanson à la guitare acoustique? Parce que j'en ai marre, voilà, d'écrire des rythmes un peu électroniques, techno, etc. Donc, tout ce que Berger avait préparé, ça part à la poubelle. Donc, ils écrivent une version un peu en mode chanson de camping, feu de bois, trois accords, un peu, avec une sonorité un petit peu country. Et après avoir passé des jours à essayer d'épaissir, d'étoffer cette version, à rajouter des couches, des instruments, des vocalises, etc., eh bien, ils se rendent compte qu'en fait, ils préféraient largement la version toute simple du début. Donc, ils reviennent en arrière. Juste ça. Dans le taf, tout ça pour... allez, bon, non, finalement, on repart au début, quoi. Poubelle. C'est ça. Et ce qui donne en fait au final un morceau hyper dépouillé qu'on connaît. Ou à part la voix de Robyn, tout est électronique. Il y a même un détail hyper précis, c'est que la chanson, elle est calée sur 117 battements par minute. Donc vraiment 117 BPM. Apparemment, ce tempo, il est très proche de la marche préférée des êtres humains, selon les chercheurs. Donc c'est un tempo auquel on marche naturellement dans la rue. Donc c'est peut-être pour ça qu'on a envie de faire notre meilleure démarche quand cette chanson, elle démarre. Ouais, grave. On n'est pas sur quelque chose de calme, on est sur quelque chose qui dynamise quand même. Ouais, c'est ça. Et même au niveau de l'inspiration, Robyn, elle a expliqué que le morceau lui est venu en observant les gens en soirée. En fait, elle regardait des parfaites inconnues autour d'elle qui dansaient, qui pensaient.
Alors, je vais juste citer quelque chose qu'elle a dit en interview. Tous ces gens avaient des espoirs et leurs rêves pour leur grande soirée à se dire, bah, regardez-moi, je suis habillée, je danse, etc. Et elle a aussi cité comme inspiration, eh bien, des hymnes disco un peu plus tristes, où on a des paroles tristes et un air plutôt dansant, comme Ultravox, Sylvester, ou même, le meilleur exemple, c'est bien Donna Summer. Et en fait, ça, c'est un vrai fil rouge dans toute la carrière de Robin. Parce que ce morceau, il est devenu, sans qu'elle ne l'ait forcément prévu au départ, un espèce d'hymne énorme pour plein de communautés, que ce soit la communauté queer par exemple. Et le plus dingue avec tout ça, c'est qu'à sa sortie en 2010, alors la chanson, elle est numéro un en Suède, elle est top 10 en Angleterre, mais elle ne rentre même pas dans le classement des meilleures ventes aux États-Unis. C'est vraiment un flop américain total à sa sortie. Donc retenez bien ça parce qu'on va y revenir plus tard. Et ça rend tout le reste de l'histoire encore plus folle, en fait. Et justement, ce qui a permis à ce morceau de progressivement monter d'année en année, c'est les différentes séries dans lesquelles on a pu l'entendre, ou films d'ailleurs, ce qui nous amène à la partie 2 de cet épisode. Donc là, on est en 2010. On va parler de Gossip Girl, Chuck, Blair. Déjà, je pense que vous avez une petite idée de la scène en question. Donc, la même année 2010, il se passe un truc énorme côté série. Donc, on a Gossip Girl, comme je le disais, on est saison 4, épisode 7. Chuck et Blair, donc c'est le couple toxique le plus adoré de la télé des années 2000. Ils avaient signé une sorte de traité de paix pour arrêter de se détruire mutuellement. Sauf que dans cet épisode, Chuck va déchirer ce traité devant Blair. Et là, il y a toute la tension qui explose. Je vous remets le contexte, on a un piano et bien sûr, on Ouais. a la musique de Robin, Dancing on My Own. Voilà, donc on est sur un montage qui est hyper nerveux, qui est vachement, enfin tout est cut très très vite, etc. On est un peu justement sur le même rythme que le morceau de Robin. Et là, il y a un petit détail qu'on avait un petit peu oublié, mais je m'en rappelle encore quand même. Ouais, moi aussi, je m'en rappelle. Bah c'est ça, c'est que Robin justement fait un caméo dans cet épisode bien précis. Donc ça veut dire que c'était pas un choix de liste de lecture qui a été fait au hasard, ça a été bien pensé, ça a été validé et avec la bénédiction de l'artiste elle-même sur le tournage. Et la série avait une direction musicale hyper pointue à l'époque. On se rappelle quand même que Gossip Girl avait une BO vachement stylée. Moi, j'ai vraiment des souvenirs que parfois, il y avait des artistes pas trop connus. On a eu, par exemple, les plasticines dans Gossip Girl, qui sont françaises. Oui, c'est vrai qu'ils aimaient bien utiliser des morceaux qui n'étaient pas forcément 100% formatés américains, etc. Ils allaient piocher un peu partout et ça rendait une BO vachement éclectique Ouais. et toujours super bien synchronisée à la scène qui allait avec, hein. Pour revenir à ce qu'on disait, donc la production musicale était signée Alexandra Patsavas. C'est la même personne qui bossait à l'époque sur The aussi et Grey's Anatomy. Donc, madame, bravo pour votre carrière, je vous félicite personnellement. J'aimerais beaucoup boire un petit café avec vous, j'ai plein de questions à vous poser. Et donc, toute l'identité de la série reposait là-dessus. On a une scène dramatique, un titre pop qui claque, et paf, on a une scène culte à vie, tout simplement. Et ce qui est fou avec cette chanson-là spécifiquement, c'est le double emploi qu'on va voir. Ici, elle sert une histoire de manipulation, de rapport de force. On est sur de la toxicité au maximum entre deux personnes qui s'aiment plutôt très mal, hein, on va pas se mentir. Et puis quelques années plus tard, 2 ans plus tard, on a un usage qui est complètement opposé. Et c'est là que tu reprends le flambeau. On arrive en 2012 avec la série Girls. C'est vraiment un moment fort de sororité dans la série. On est à l'épisode 3 de la saison 1 et Anna vient tout simplement de découvrir que son ex, avec qui elle avait couché pendant des années au lycée, est en fait gay. Voilà. Rien que Donc ça. c'est une soirée plutôt compliquée, émotionnellement lourde, etc. Et pour évacuer tout ça, elle rentre chez elle et elle se met à danser toute seule dans sa chambre sur la fameuse chanson qui est Dancing on My Own avant que sa copine Marnie la rejoigne. Et en fait, le détail qu'on adore, c'est que Lena Duham, elle a écrit la scène directement en pensant à cette chanson précise. C'est pas venu après coup sur le montage et c'est vraiment pensé pendant l'écriture et je trouve que ça se ressent dans la scène parce que on n'est plus du tout dans un drame toxique version Chuck et Blair, mais on est vraiment dans un moment de complicité entre deux copines, deux amies,
un peu absurde, un peu libérateur. Je pense qu'on a toutes et tous fait ça, de danser sur une chanson, voilà, de s'ambiancer dessus. Et beaucoup de gens décrivent cette scène comme le moment de sororité de la série. Et pour la petite anecdote supplémentaire, parce qu'on aime bien les anecdotes sur Pop Therapy, Oh oui. eh bien cette chanson a fait un paquet d'autres apparitions qu'on ne soupçonnait pas, même en préparant l'épisode. On l'a eu dans Orange is the New Black, dans les films Teen Spirit, mais aussi Long Shot. Donc vraiment, c'est une musique qui revient et qui nous berce un peu à chaque fois, mais voilà, elle est peut-être pas aussi marquante dans ce que je viens de citer. Mais on a aussi eu carrément une version orchestrale qui a été jouée par le Vitamin String Quartet, qui a été utilisée dans Bridgerton sur Netflix. C'est la scène de danse entre Anthony et Kate, saison 2. Voilà, je pense que tout Là, de vous suite, vous pouvez pas savez. me voir, mais je suis en train de rougir. Ah, cette scène, elle est vraiment... Ouais. Et cette chanson, vraiment, elle est littéralement partout depuis 15 ans et personne s'en rend vraiment compte. C'est vraiment comme si elle faisait un peu partie du paysage. Oui, c'est ça, et c'est pour ça pour nous, c'est toujours un petit signal de ah là, on est dans quelque chose qu'on aime parce qu'on a grandi avec, et elle a toujours été exploitée de diverses façons. Bah, comme tu le disais, on l'a soit entière avec des scènes où la musique est presque le personnage principal, et il y a des Ouais. moments où elle est beaucoup plus discrète, où elle est retravaillée, où elle est parfois juste un petit peu en fond sonore, mais tu vois, il y a toujours un petit fil conducteur où on se dit, oh, ça, on aime bien. Mais tu sais que je me souviens, moi, de la première fois où j'ai entendu cette musique et combien elle m'a obsédée. Pareil, Genre, surtout qu'à l'époque, je trouve que ça changeait un petit peu de ce qu'on avait l'habitude d'écouter. Je sais pas, je trouve qu'elle est très envoûtante, cette musique, tu vois, je sais ouais, pas de comment fou. expliquer. En plus, on était vraiment à une époque où on avait des épisodes chaque semaine. Donc moi, je me souviens, la scène avec Chuck et Blair, c'est vraiment la Ouais, fin de cet épisode-là. On attendait ça depuis le début de la saison 4, voire 3, etc. Que enfin, ils se pécho. ouais, grave. Et je me souviens que j'étais dans le train. À l'époque, j'étais étudiante à Montpellier, donc je faisais des allers-retours entre Narbonne et Montpellier. Et j'étais dans le TER et je priais de tout mon cœur pour que le TER ait genre 5 minutes de retard pour pouvoir finir mon épisode. Ah, c'est trop marrant. Mais c'est fou comme quoi on se rappelle de ce genre de moment parce que moi, je me rappelle très bien aussi de dans quelles circonstances j'étais quand j'ai découvert cette scène. Alors, un peu moins speed que toi, vu que j'étais juste posée sur mon canapé chez moi. Mais j'avais un coussin, je me rappelle, voilà, sur lequel je m'allonge. Et quand ça s'est produit, je me revois me relever en mode oh putain, oh putain. Et là, j'entends les premières notes de la musique, je me dis oh mon Dieu. Et mais carrément, le coussin, il a volé, quoi. J'étais Ouais, hystérique, non, mais hystérique. Et donc, on arrive à la partie 4. Le rebondissement de Callum Scott, que personne n'avait vu venir à l'époque. Je trouve que c'est une version super importante à présenter, parce que ça a été un vrai rebondissement dans l'histoire de cette chanson, comme je le disais. On avance de 2 ans, si je dis pas de bêtises. On est cette fois en 2014. On a un chanteur anglais complètement inconnu qui arrive presque les mains dans les poches à une émission. Callum Scott. Il poste une reprise de Dancing on My Own dans un premier temps sur sa chaîne YouTube personnelle, rien de spécial à ce moment-là. Et puis en 2015, il arrive à cette fameuse émission, Britain's Got Talent. Et la vidéo de son passage à cette émission, aujourd'hui, a dépassé les 415 millions de vues sur YouTube. Et ce qui est assez dingue, c'est qu'il n'a même pas été retenu par la maison de disques de Simon Cowell. Il pense même que sa carrière était terminée avant d'avoir commencé. Super sympa. Sauf qu'entre-temps, il y a eu un directeur artistique qui a remarqué que sa chaîne YouTube était en train d'exploser, aussi bien en nombre d'abonnés qu'en nombre de vues, d'ailleurs, pendant des mois et des mois et des mois. Et il a convaincu Callum Scott de sortir la chanson officiellement, mais en indépendant. Et là, on remercie ce monsieur, parce que bien sûr, énorme succès. La chanson monte numéro 2 au Royaume-Uni et aujourd'hui, sa version a dépassé le 1,5 milliard d'écoutes sur Spotify, ce qui veut dire qu'elle a littéralement doublé la version originale de Robin en termes de popularité. Ce qui est hyper fort, c'est que Callum Scott est un chanteur ouvertement gay. Il a expliqué que les paroles lui parlaient directement parce que justement, il était tombé amoureux d'hommes qui étaient hétéros à plusieurs reprises dans sa vie. Et pour rappel, la chanson, elle est écrite à la base sur une rupture hétéro classique, entre guillemets, et elle devient, encore une fois, un hymne pour la communauté queer, comme tu le disais un petit peu plus tôt, mais cette fois, la chanson est portée par un homme. Et bien sûr, pour la petite touche finale assez improbable, sa version est devenue la chanson de victoire officielle des Phillies de Philadelphie en baseball en 2022.
On passe de la déchirure amoureuse dans un club suédois à l'époque, c'est là où se trouvait Robin quand elle a écrit cette chanson, à l'hymne de victoire d'une équipe de baseball américaine. Donc vraiment, cette chanson, elle a eu plusieurs vues, plusieurs facettes. Et voilà, donc c'est vraiment un parcours que personne n'aurait pu prédire à l'époque. Et c'est pour ça, je pense, qu'on arrive à la retrouver encore des années et des années plus tard et qu'on est toujours heureuse de l'écouter. Toujours, hein. On va passer à la partie 5 et on arrive en 2026, de retour un petit peu à notre point de départ avec ce fameux film Netflix. Donc, si tu m'écoutes, je vais vous faire un petit rappel du pitch pour ceux qui ne l'ont pas vu, mais j'espère que vous l'avez vu dans notre commu. Donc, on a Jill qui va perdre sa sœur Isabelle et qui continue à l'appeler sur son ancien numéro pour lui laisser des messages vocaux. Sauf que ce numéro, entre-temps, il a été réattribué à Notre notre fameux charmeur. Wes. J'ai voulu faire un fameux version charme, je sais pas trop. Ouais, il est charmant, le West, hein. Donc ce numéro, il a été réattribué à notre fameux Wes, un mec à Austin qui va évidemment tomber amoureux d'elle en écoutant tout simplement ses vocaux. Et dès l'ouverture du film, eh bien, on voit Jill et Isabelle enfants, donc elles font la même chorégraphie chacune de leur côté au téléphone sur, je vous laisse deviner, Dancing on My Own. Et à la toute fin, il y a Wes qui demande un signe à Isabelle dans un dernier message et la chanson qui se met à jouer, je vous laisse deviner, c'est toujours Dancing on My Own. Et il prend ça comme un signe et il se met à danser, voilà. Je vous en dis pas plus, allez voir ce film. Ouais, et C'est- préparer une boîte de mouchoirs, hein. Je l'ai regardé dans l'avion et je peux vous dire que les gens m'ont regardé très bizarrement parce que je chouinais littéralement à Ouais, du grosses début à larmes. la fin, quoi. Pour la petite anecdote, moi, je regardais avec ma sœur qui venait de se mettre de l'autobronzant sur la gueule, qui de base voulait pas le regarder en me disant je pense que c'est triste, et je lui disais non, ce sera triste les 10 premières minutes. Après, logiquement, c'est plus comédie romantique. Et au bout de 10 minutes, elle me dit je peux pas pleurer en fait, sinon je vais avoir des traces d'autobronzant sur la gueule. C'était dangereux de mettre de l'autombrosant avant de regarder ce film. Mais on Bah savait ouais, pas mais je qu'on savais allait pas. autant pleurer. Je savais pas que ce serait aussi triste. Moi, je pensais que ce serait un peu ouin-ouin au début, mais je pensais pas que ce serait autant émouvant à autant de moments. Ouais, bah pareil, hein, je te rassure. Et la réalisatrice Léa McKendrick a expliqué que, d'ailleurs, Léa McKendrick qui joue dans le film, Ah, ça, je savais pas. c'est l'une des amies de Wes, du coup, c'est qui se marie. Ah, c'est elle? Elle a expliqué que la chanson est alors racontée du point de vue d'Isabelle, donc la sœur qui était décédée, qui regarde sa sœur danser au loin. Et ce qui colle direct avec les paroles un peu, on va dire, les paroles originales, hein, c'est je suis dans le coin et je te regarde l'embrasser. Sauf que là, on n'est plus sur une histoire de rivalité, dans une soirée ou autre, on est vraiment sur une sœur qui, depuis l'au-delà, regarde sa sœur tomber de nouveau amoureuse et d'une certaine manière s'ouvrir de nouveau à la vie. Et c'est là qu'on est dans un complet retournement de sens des paroles, mais à la fois, je trouve que c'est plutôt un beau message. Et maintenant, je vais te dire une petite statistique qui va te faire tomber de ta chaise, Elvin. C'est que le 30 juin dernier, donc 15 jours après la sortie du film, Dancing on My Own a battu son record d'écoute sur Spotify en une seule journée. Il y a eu 1 million d'écoutes en 24 heures, du jamais vu pour ce titre, malgré qu'il soit déjà sorti pour Gossip Girl et compagnie, et surtout 16 ans après sa sortie. Robin, elle devait être refaite ce jour-là. Ah ouais, là, ça a été champagne, hein, je pense, hein. Et ce qui est assez beau dans le message, c'est que ce jour-là correspondait aussi au dernier jour du mois des fiertés, donc ce qui n'est probablement pas un hasard parce que on sait qu'il y a un lien un peu historique entre cette chanson et la communauté queer. Dernière petite anecdote au sujet de l'année 2026 et de Robin. Robin, elle n'a jamais arrêté de tourner autour de cette chanson, parce que rien que l'année dernière, en février 2025, pour les 50 ans du Saturday Night Live, elle a chanté sur scène en portant un costume géant. Peut-être que vous allez avoir cette image. C'est un espèce de clin d'œil direct à David Byrne des Talking Heads. Ils ont un costume gris un peu... Ouais, ultra oversize avec des épaulettes Ouais, énormes. c'est ça. Pour l'autre petit clin d'œil, David Byrne, il est apparu sur scène par surprise avec le même type de costume pour danser avec elle sur son propre tube. Et cette année, en mars 2026, Robin, elle a sorti un nouvel album qui s'appelle Sexiest and Soul, son neuvième album. Elle est actuellement en tournée en Europe et elle avait fait la première partie de Harry Styles Amsterdam aussi. Et donc après tout ce qu'on vient de raconter, la vraie question, c'est comment un seul morceau peut raconter une rupture toxique, une amitié, un deuil, une histoire d'amour gay, non réciproque, et même une victoire de baseball sans jamais sonner faux. C'est un caméléon, cette chanson.
Ouais, de fou. Déjà, pour vous expliquer, donc musicalement, elle est hyper maligne. Le tempo est presque joyeux, plutôt dansant, comme on le disait, calé sur notre rythme de marche naturel. Alors que les paroles, elles racontent quelque chose d'assez triste. On est sur une détresse totale. Donc il y a un vrai grand écart entre la musique qui est hyper entraînante, hyper joyeuse, etc. et le texte qui est vachement plus plombant. Et justement, ça leur permet de s'adapter à peu près n'importe quelle émotion qu'on veut coller dessus. T'es heureux, tu la mets, tu vas garder le côté dansant et tu vas t'ambiancer. Et si t'es un peu plus triste, eh ben ça va quand même marcher parce que bah t'as une vraie détresse dans les paroles. D'où le côté très caméléon, je pense, de cette chanson. Et puis bien sûr, il y a aussi le statut de Robin elle-même. Elle n'a jamais été une pop star ultra mainstream aux États-Unis. Elle est restée, bon, malgré tout, très culte, mais elle est vachement plus underground et c'est ce qui donne justement à cette chanson bah, un peu cette impression de trouvaille à chaque nouvelle génération qui va tomber dessus. Aujourd'hui, avec TikTok, il y a ce cycle de redécouverte qui a été bah, hyper accéléré, forcément. Il y a un titre de 2010 qui devient complètement dingo en 2026 et qui va battre son propre record d'écoute 16 ans après, grâce à un seul film et une chanson très bien utilisée. Eh bien, je crois que c'est à moi de conclure cet épisode. C'est ça, c'est ton rôle. Ben, pour résumer un peu le voyage un peu dingo qu'on vient de faire, il y a une chanson qui a été écrite en une après-midi, qui a été ratée à la guitare, mais qui est devenue un hymne, on va dire, électro, pop, etc. C'est devenu une scène culte de Gossip Girl. C'est devenu un moment pur d'amitié. Et ça a redoublé de popularité quand ça a été repris dans le Britain Got Talent par notre cher Callum Scott. Ça a repris un peu de hype aussi avec Bridgerton et aujourd'hui c'est vraiment le film Si tu m'écoutes qui a remis sur le devant de la scène cette musique-là et qui a fait battre des records d'écoute. Et pour être honnête, je pense qu'on n'a jamais vu une chanson qui a traversé autant d'usages différents sans jamais devenir un cliché. Parce Ouais, que c'est vrai. autant on a des musiques comme la musique de Maria Carey où vraiment c'est devenu la musique de Noël est devenue un cliché. Voilà, Ouais, on aime voilà, parce qu'elles l'écouter, sont hein. toujours utilisées pour la même raison, alors que là, c'est Oui. hyper large au niveau de son utilisation. C'est un caméléon. Je pense que je vais le mettre dans le titre de l'épisode. Robin, le caméléon. Et on se demandait avec Elvin si vous aviez un souvenir avec ce morceau, parce que moi, par exemple, je me souviens que je l'ai écouté dans un train, un TER entre Narbonne et Montpellier. Elvin se souvient de combien elle a serré fort son coussin, Mon coussin, il a volé en l'air. combien elle a jeté son coussin en l'air. Dites-nous en commentaire, voilà, comment vous avez découvert cette chanson. Est-ce que bah, cet épisode aussi vous a plu? Je vais pas m'éterniser plus longtemps parce que on est sur un format mini-pop, donc normalement il va durer 20 minutes celui-ci. Et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. N'oubliez pas de noter le podcast sur les plateformes. Vous savez, vous connaissez la chanson, ça nous aide pour le référencement, tout ça, tout ça. Rejoignez-nous sur YouTube, sur TikTok, Instagram, vraiment, voilà, vous pouvez nous rejoindre partout. On a des contenus différents un peu sur chaque plateforme. Et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Sur ce, Ciao! ciao!